Il est 15h34, merci de passer votre après-midi sur Radio J. On ouvre maintenant notre rendez-vous littéraire du jeudi. Bonjour Shlomo Malka. Bonjour Steve. On vous retrouve pour Pont Neuf. Shlomo veut recevoir cet après-midi l'écrivain Raphaël Jérusalemi. Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Raphaël Jérusalemi pour son livre In Absentia qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Raphaël Jérusalemi, bonjour. Bonjour Shlomo. Merci d'être avec nous. Vous êtes un homme à plusieurs vies. Une vie d'ancien normalien à Paris, une vie d'agent du renseignement dans l'armée israélienne, une vie de dadaïste amoureux des arts, une vie de marchand de livres, une vie engagée dans l'action humanitaire et une vie d'écrivain et d'écrivain prolixe. La dernière fois que je vous ai reçu, c'était pour un livre un peu baroque qui s'appelait Des Sex Pistols à l'Intifada. Là, c'est un livre d'une toute autre facture, c'est un roman. Vous changez de style à chaque livre ? Oui, je ne le fais pas exprès, c'est ce qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas d'où me vient l'inspiration, je crois que personne ne sait d'où vient l'inspiration, et donc il se peut que ça change. Je dois admettre que mon héros sur le plan artistique, c'est Stanley Kubrick au cinéma, qui n'a jamais fait un seul film dans le même genre. Il a touché à tout, aux films policiers, à la science-fiction, aux films historiques. Et je pense que j'ai ce petit côté-là imprévu, mais mes lecteurs me retrouvent quand même dans chaque style différent, dans chaque registre différent, car j'ai des marottes qui me poursuivent. Alors là, c'est effectivement imprévu et assez grave, assez sombre même. C'est un roman qui se passe dans le Struthof en Alsace, seul camp de concentration nazi ouvert sur le territoire français. Vous êtes parti de faits réels pour écrire ce livre ? Tout à fait. C'est lors d'un salon littéraire à Strasbourg que j'ai découvert sur un plateau débat l'existence de ce camp de concentration en France, le Struthof, avec la particularité en plus d'une histoire abracadabrante mais réelle, qui est que l'un des médecins sadiques à la Mengele du Struthof a commandé à Himmler 100 squelettes. Et ces 100 squelettes sont arrivés sur pied, donc par camion, vivants, d'Auschwitz. Ils ont été sélectionnés selon certains critères à Auschwitz et envoyés donc à ce camp du Struthof, qui lui n'était pas un camp d'extermination des Juifs ou des Tziganes, mais un camp destiné aux opposants du régime, avec en majorité des résistants français, communistes ou autres, qui s'opposaient au nazisme. Mais là, il y a eu cette bizarre étude d'anatomie avec ces 100 squelettes donc juifs. Et l'un de mes héros dans ce livre, l'un qui va... Il y a une longue liste de noms alignés les uns derrière les autres. Ça occupe deux pleines pages. C'est des noms de toutes origines et de tout pays. C'est une liste de gens réels. Ce sont ceux qui sont passés par le camp du Struthof. Exactement. C'est une liste qui a été établie, alors d'abord par un des détenus à l'époque, qui n'a pas voulu que ces juifs qu'on allait gazer et dont on allait faire des squelettes restent anonymes. Il a réussi sur quelques bouts de papier à inscrire leur nom. Et puis ensuite, après la guerre, il y a eu des historiens éminents qui ont fait des enquêtes sur cet incident et sur ce camp, et qui ont donc retrouvé ces noms qui sont aujourd'hui inscrits sur un mémorial en Alsace, dans un cimetière. Ce sont les noms véridiques, sauf il en manque un, c'est celui de mon héros, que j'ai inventé, que je rajoute aux véritables victimes. Je précise quand même que, surtout en ces temps difficiles, historiquement pour tout le monde, la Shoah, même si c'est un pari que j'ai tenté, car encore une fois, prendre la Shoah comme toile de fond, mais j'ai décidé de le faire. Vous avez décidé de... c'est surtout un livre qui apprend la Shoah, c'est-à-dire qu'il y a plus une étude de notre façon à nous, chacun d'entre nous, de survivre
en milieu hostile, dans des conditions de crise difficiles. Ça peut être des guerres, mais ça peut être des crises familiales. Quelle est la façon que nous avons d'affronter cela? Et mes héros vont avoir plusieurs façons, dont le rêve, mais ça ira jusqu'à la consommation aussi de la drogue ou toutes les échappatoires. C'est un livre qui est là-dessus, mais c'est vrai que j'ai quand même pris ce pari, et Actes Sud avec moi ont accepté de prendre ce pari d'écrire un livre encore sur fond de Shoah. C'est une écriture à l'économie, très, très pudique, avec des phrases très courtes, et on voit parfois des figures surgir tout au long du récit. Bernard de Clairvaux, par exemple, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bernard de Clairvaux, c'est un exégète chrétien contemporain de Rachy, ou Gino Bartali, coureur cycliste auquel on a rendu hommage parce qu'il a sauvé beaucoup de juifs pendant la guerre, vous le savez. Pourquoi ces deux noms? Alors, ce qui se passe dans ce livre, pour que le lecteur comprenne, et c'était aussi un défi que Actes Sud a fini par relever, car je vous entraîne dans 3 mondes différents à la fois. Les chapitres alternent, vous allez vous retrouver dans 3 mondes. Quels sont ces 3 mondes? Le premier, c'est celui du héros Delmin, qui est un détenu du Struthof, qui a pour particularité effarante d'achever les... Il y a un peu de friture sur la ligne. Du Struthof. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut peut-être vous avancer un peu en direction de votre micro. Comme ça, on vous entendra mieux. Allez-y. Ok. Hein. Ouais. On va essayer. Sinon, on vous appellera. Sinon, on vous rappellera au téléphone. Mais allez-y. Au téléphone. D'accord. Alors, donc, mon premier héros... Parce que je précise que vous êtes en visioconférence. Allez-y. Le premier monde dans lequel j'entraîne le lecteur est donc le Struthof lui-même, ce fameux camp de concentration, avec la particularité, donc je répète, que ce héros doit achever les agonisants du camp de ses mains, et pour s'évader de cette horreur, eh bien, il va rêver, il va faire un transfert, comme on dit en psychologie, à la seconde croisade. Il va s'imaginer être un croisé allant vers la Terre Sainte, envoyé par effectivement donc Bernard de Clairvaux, qui a été le prêtre cistercien qui a donné l'ordre de la seconde croisade, avec comme particularité de dire aux croisés: vous ne toucherez pas aux Juifs, vous ne leur ferez aucun mal, car ils sont le sang et les os du Christ. Et donc, il y a ce deuxième monde. Donc déjà, on bascule du camp vers les rêves du détenu qui s'évade dans ses rêves du camp. Et puis, un troisième monde, car il y a une histoire parallèle, c'est celle de Saul Bernstein, qui vit la vie des années 30 parisienne, qui va déjeuner à la Coupole, qui rencontre les surréalistes, qui est collectionneur d'art, et qui ne croit pas du tout à la montée du nazisme et aux horreurs nazies, et qui, au dernier moment, bien sûr, va être déporté vers Auschwitz. Et ces 3 mondes-là s'entremêlent avec, quelqu'un a dit, une intolérable douceur. Vous allez être trimballé, vous allez un petit peu chavirer, être enivré par ce passage incessant entre des mondes différents et entre le réel et le rêve. Alors, on va profiter du fait que la liaison est bonne et qu'on n'est pas brouillé par nos amis russes. Enfin, je mets amis entre guillemets, bien entendu. On ne peut pas, Raphaël Jérusalemi, ne pas parler avec vous de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Comment un homme comme vous réagit devant ce massacre de civils, de femmes, d'enfants sous nos yeux? Comme tout le monde. Donc, sous le choc, en essayant de comprendre les enjeux. Les enjeux ne me paraissent pas clairs, ni ceux des Américains, ni ceux des Russes, ni ceux des Ukrainiens, ni ceux des Européens. Rien n'est clair dans cette affaire. La seule chose, effectivement, qui est claire, ce sont les images de la souffrance des civils de Kiev et des autres villes d'Ukraine. Je pense qu'on est là... justement dans un contexte qui se rapproche très fort du contexte un peu surréaliste de mon livre,
c'est-à-dire un monde en plein chaos, géré par des dirigeants, à mon avis, tous lamentables, hein, pas seulement Monsieur Poutine, et qui prennent des décisions sur le dos des braves citoyens que nous sommes, qui chamboulent notre vie, qui sèment un chaos mondial. Nous sommes là désarmés devant cela. Et justement, dans ce livre, vous avez les deux. Vous avez celui qui est dans le camp et donc qui vit sur le terrain, comme les Ukrainiens, le grand drame historique qui se joue. Mais vous avez aussi celui qui est comme nous, à Paris ou ailleurs, en Europe ou en Israël, et qui est loin de tout cela et qui essaie de qui est dans une galerie d'art. Question de Steve. Voilà. Raphaël Jérusalemi, est-ce que cette réaffirmation de la puissance russe est au fond le corollaire du retrait relatif des États-Unis des affaires du monde, en particulier en Europe et au Moyen-Orient, pour mieux se concentrer sur la Chine? Très probablement. Pour moi, tout commence lorsqu'il y a un an et un peu plus d'un an, en Biélorussie, à Minsk, le peuple biélorusse s'est soulevé contre Loukachenko. L'Europe a envoyé quelques télégrammes bienveillants de soutien. On a même promis que la candidate opposante à Loukachenko, qui s'était exilée, serait établie dans son pouvoir, car les élections étaient truquées. Et puis, quelques semaines, nous avons les politiciens de l'Occident. Oui, il y a eu un peu de friture. Allez-y, on est accroché à vos paroles. Lorsque Poutine a vu la façon dont l'Europe et les États-Unis abandonnaient le peuple de Biélorussie aux mains de Loukachenko, il a bien compris qu'il pouvait tout se permettre, car les Européens, aujourd'hui on le voit aussi avec les sanctions, on préfère faire des que d'un muscle, aucune idée que Poutine. Je ne vois pas pourquoi il se gênerait, et d'ailleurs il ne se gêne pas. Et c'est à la honte de l'Europe et des États-Unis d'abandonner ce peuple, comme ils ont abandonné ceux de Minsk, comme ils ont abandonné les Syriens et comme ils ont abandonné les gens de Corée. Tout simplement, l'Europe, l'Amérique n'interviennent pas. Au contraire, comme vous l'avez très bien dit, les Américains se retirent leurs billes de tous les théâtres d'opération qui les embarrassent. Et nous, Israël, démocratie comme l'Ukraine, plus petit pays comme l'Ukraine, nous sommes laissés aussi seuls face à la menace nucléaire terroriste des Iraniens. Car en dehors du nucléaire, les Iraniens menacent le monde, pas seulement Israël, de missiles balistiques et de terrorisme. Et là encore, vous voyez ce repli et cette signature qui aura peut-être lieu à Vienne avec des petits fours et des cocktails avec un État terroriste. Comment vous analysez, Raphaël Jérusalemi, la tentative de médiation israélienne menée par M. Bennett, et quelle chance vous lui donnez? Quelle chance a-t-elle de réussir? À mon avis, pas grand chance de réussir, mais c'est une belle voie de sortie pour les Israéliens, car nous étions un petit peu dans l'embarras. Étant en bonne relation tant avec les Ukrainiens que les Russes, ayant d'importantes communautés juives tant en Ukraine qu'en Russie, nous étions quand même embarrassés, plus, comme tout le monde le sait, notre besoin d'avoir les Russes de notre côté pour pouvoir opérer militairement en Syrie, nous étions un petit peu embarrassés sur le plan diplomatique. Eh bien, le fait que nous ayons été mis en position de liaiser entre les deux, à mon avis, c'est une belle voie de sortie. Évidemment, si ça ne marche pas, on peut reprocher à Bennett d'avoir échoué. On peut reprocher aussi aux Juifs beaucoup de choses, car je pense que nous sommes à la veille, à cause de ce conflit russo-ukrainien, d'une grande vague d'antisémitisme extrêmement importante, extrêmement inquiétante. Je la vois venir comme un raz-de-marée. Ce livre, vous en parlez comme un livre de survie en temps de guerre. C'est un peu ça, le fond du livre. Est-ce que les Ukrainiens aujourd'hui ne donnent pas au monde entier un exemple de survie et d'héroïsme? Tout à fait. La grande partie du peuple ukrainien se montre extrêmement patriote, défendant son sol. Il y a aussi énormément de réfugiés. Il y a un grand drame qui se joue.
On ne peut que les admirer hein, de loin. Je voudrais juste préciser que quand même vivre au Sensia, donc ne pas être là, c'est pas seulement lorsqu'il y a une guerre ou ça peut être aussi une maladie grave, ça peut être une crise dans notre vie de tous les jours. Je pense qu'il y a là, dans cette histoire, dans ce récit à fond de Shoah, une leçon pour la vie de tous les jours, c'est-à-dire de toutes nos crises. Souvent, nous nous évadons, nous comptons sur l'évasion, que ce soit le rêve ou autre, pour résoudre des problèmes. Donc, nous sommes un peu, nous jugeons par contumace, nous refusons de comparaître, plutôt que de prendre le taureau par les cornes. Oui, on n'a pas entendu la dernière Il y a phrase. plusieurs façons d'affronter. Oui, de nouveau, si vous pouvez changer un peu le... Oui. Oui, si vous pouvez vous rapprocher. Parce qu'on boit vos paroles, mais il faut encore pouvoir les entendre et les relier entre elles. Alors, on va essayer, parce que c'est une question importante. On va essayer de vous entendre parce que c'est une question importante. Vous êtes vous-même d'une famille, je crois, de survivants, une famille turque dont seul votre père a échappé. Quand vous entendez Nathan Sharansky dire aujourd'hui « l'attitude morale est la seule qui convienne », quand vous l'entendez dire « nous sommes juifs et nous ne pouvons pas rester insensibles devant ce drame d'une population qui est massacrée, devant des civils, des femmes, des enfants, des écoles, des hôpitaux. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non seulement je suis d'accord avec lui, mais je pense que si on compare aux autres pays du monde, de par leur taille ou leur richesse ou leur puissance, Israël est le pays du monde qui a fait le plus dans cette crise. Cette crise russo-ukrainienne est loin d'Israël. C'est un théâtre d'opération qui ne concerne pas le Proche-Orient ou Israël. Eh bien, regardez, Israël et les Juifs sont partout. Ils sont dans la médiation diplomatique, ils sont dans les aides humanitaires. On a envoyé 100 tonnes, Israël a envoyé 100 tonnes d'aide humanitaire. Il y a un hôpital qui va être créé en Ukraine, un hôpital de campagne. Les organisations juives de par le monde récoltent des dons pour envoyer en Ukraine, et pas seulement aux Juifs d'Ukraine, à toute la population. Je pense que le peuple juif et Israël, aussi petit soit-il, font beaucoup plus que de beaucoup plus grands pays, de beaucoup de grandes populations, et nous pouvons en être absolument fiers. Alors, on va terminer par le questionnaire. Je crois que vous l'avez déjà fait une fois avec nous, le questionnaire Pont-Neuf. Ce sont des questions, êtes-vous ceci ou cela, mais qui nécessitent des réponses courtes. À la limite, oui ou non, tel ou tel. Le principe, c'est êtes-vous tel ou tel, justement. On commence toujours par êtes-vous Tolstoï ou Dostoïevski. Je commencerai aujourd'hui différemment en disant êtes-vous Tolstoï, Dostoïevski ou Vassili Grossman. Vassili Grossman étant ce grand écrivain ukrainien qui a documenté la bataille de Stalingrad et qui a été le premier à entrer dans un camp de concentration. Alors moi, je suis Vassili Grossman. Dostoïevski et Tolstoï m'ennuient profondément et Vassili Grossman me passionne. Est-ce que vous êtes Ben Gourion ou Jabotinsky? Jabotinsky, dont je dois dire qu'il est originaire d'Odessa. On voit qu'Odessa aujourd'hui est encerclée et ne va pas tarder à être prise. Et Odessa était un très grand centre juif. Jabotinsky, Bialik, etc. étaient d'Odessa. Êtes-vous donc Ben Gourion ou Jabotinsky? Eh bien, je suis Ben Gourion pour certaines choses et Jabotinsky pour d'autres. C'est en même temps avec vous. Oui, non, mais c'est parce que c'est comme aujourd'hui, on met tout le monde dans des tiroirs et on étiquette. Changer de position, si vous voulez. D'accord. Oui, rien n'est noir et blanc. Je n'appartiens à aucun camp et j'ai pas envie d'appartenir
à aucun camp. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Pareil. Vous êtes Parce les que deux. Rachid, ben oui, bien sûr, parce que tous les deux apportent deux choses complètement différentes et ils se complètent même, je dirais. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Je sais que vous êtes un grand passionné d'art et un grand amoureux de Dada. C'est bien ça? Oui, alors les deux, mais quand même pour vous faire plaisir, Modigliani quand même, plus dans la Ah, pureté, c'est très puissant, très violent, mais je préfère la pureté et la douceur quand même de Modigliani. à la brutalité de De Soutine. Soutine qui est impressionnante, c'est très très beau, mais je pense que et dans les portraits surtout de personnages entre Soutine et Modigliani, il Vous y a, choisissez c'est le plus apaisant, séfarade. c'est plus apaisant. Dernière question, êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook? Ni l'un ni l'autre, j'ai horreur de ça. Merci, merci Raphaël Jérusalemi. Ça s'appelle In Abstentia et ça paraît aux éditions Actes Sud. Vous étiez aujourd'hui l'invité de Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Bonne journée à tous. Merci Raphaël Jérusalem.